La prise en compte des droits humains par les hommes de médias, la question fait l'objet d'un atelier depuis hier à Ouagadougou. Et puis enfin, le Nigeria s'est décidé à entrer dans l'accord de libre-échange continental après plusieurs années de refus. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous témoigner votre fidélité. Tout d'abord, sachez que c'est sous un ciel sombre que la ville de Ouagadougou a demeuré toute cette journée du jeudi. Aux alentours de 10 heures ce matin, une forte pluie s'est abattue sur la capitale et a généré des fortes précipitations, notamment 89 mm d'eau au centre-ville et 75 mm à Somgandé selon les informations des services de la météo. Cette formation orageuse ou pluvieuse a continué son évolution vers l'ouest et le sud-ouest du pays. Notre équipe a fait un tour au centre-ville pour constater ça et là l'ampleur de cette averse. Le ministère des Droits humains, je l'annonçais en titre, a organisé depuis hier 2 juillet un atelier de concertation et de renforcement des capacités de 25 hommes et femmes de médias sur la prise en compte des droits humains dans le traitement de l'information relative aux procédures judiciaires. Au deuxième jour de cet atelier, notre représentante à cet atelier, Odette Zouangena, qui prend part a recueilli les propos des organisateurs, précisément le directeur de l'éducation aux droits humains qui s'exprime à son micro bien sûr et nous en donne quelques détails. Il s'agissait donc de voir les différents principes du droit à un procès équitable qui a donc été élaboré sous l'égide de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors à l'intérieur, il y a un certain nombre de règles qui sont rétablies, notamment le droit d'être entendu publiquement et le droit donc de pouvoir avoir accès à un juge compétent, le droit donc à la publicité donc des audiences, le droit donc de pouvoir avoir accès à un conseil et un certain nombre de prérogatives qui garantissent donc le procès pénal pour qu'il puisse être équitable, le droit donc de la publicité des armes, le droit au procès donc aux principes contradictoires, ainsi de suite, qui sont donc consacrés par ces différentes règles pour que le procès pénal soit le lieu vraiment de règlement des conflits. Alors pour ce qui concerne le second module, notamment relatif à la prise en compte des droits humains dans les lieux de privation de liberté, il s'est agi de s'appesantir donc sur les principes généraux qui concernent donc la privation de la liberté, quel que soit donc le motif, et toutes les personnes qui sont dans les établissements pénitentiaires. L'intérêt de cette communication pour les hommes de médias, c'est parce que nous nous sommes rendus compte que les hommes de médias s'intéressent beaucoup donc aux questions de procédure et les questions de procédure, pour ne pas dire le droit judiciaire, donc à son vocabulaire qui lui est propre et pour que les hommes de médias donc puissent renforcer dans leur capacité en matière donc, de couverture médiatique relativement aux procédures judiciaires, afin que les thèmes qui seront donc employés par les hommes de médias soient les thèmes les plus appropriés pour pouvoir permettre aux populations de mieux comprendre le langage qui est parlé. Donc c'est ce qui justifie donc ces différentes communications pour que ces hommes de médias puissent voir effectivement à chaque stade de la procédure quels sont les droits qui sont consacrés par les textes aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Nous sommes déjà très heureux à ce deuxième jour de formation parce que comme les participants l'ont relevé ce matin, ça permet donc de pouvoir dissiper certaines incompréhensions qu'on avait entre les hommes de médias. Et en tout cas, déjà avec ces différentes formations, les questions très enrichissantes qui sont posées, nous sommes convaincus que la couverture médiatique des procédures judiciaires va connaître une amélioration notable à compter de cette formation par rapport à ce qui était déjà fait, qui du reste était de qualité, mais c'est souvent un certain nombre de confusion de thèmes qui étaient donc utilisés, qui ne permettaient pas donc de pouvoir relater de façon fidèle les choses. L'association Dorcas basée à Bobo-Dioulasso vient en aide aux déplacés internes de Kaya. En effet, ils sont plus d'un millier de chrétiens des zones en proie à l'insécurité qui ont trouvé refuge au Conseil régional de l'Église des Assemblées de Dieu de Kaya. Le reportage est signé Odette Zouangena.
La crise sécuritaire que connaît notre pays a engendré de nombreux déplacés. Cette situation a occasionné la mise en place d'un comité de crise par le Conseil régional des Assemblées de Dieu de Kaya qui a accueilli plus de 100 pasteurs et 1000 fidèles venus des différentes localités du centre-nord. Dans sa dynamique de promotion de la personne humaine, surtout des plus vulnérables, l'association Dorcas, par l'entremise de l'Église des Assemblées de Dieu de Lafiabougou, a volé ce 29 juin au secours des réfugiés. Nous avons entendu l'appel de nos responsables au niveau national, alors qui exhortaient l'Église de se lever et de prier intensément pour la situation qui prévaut au nord et surtout de voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner financièrement et matériellement. Alors je crois que sont ces appels-là qui nous ont motivés à contacter aussi nos partenaires à l'extérieur. Quand je dis partenaires, c'est les partenaires de l'association Dorcas. Quand on dit association Dorcas, c'est une œuvre sociale et la vision c'est d'aider. Donc quand la nouvelle est tombée, sur place, nous avons contacté nos partenaires qui ont été vraiment sensibles et à travers leurs actions, leur soutien, l'association a fait le déplacement pour venir apporter notre petite contribution pour que nos frères et sœurs qui ont quitté leur village, leur famille, pour venir se trouver vraiment dans une situation difficile et qu'ils puissent sentir l'amour des frères et sœurs. En sa qualité de premier responsable de la région des Kaya, le pasteur Théodore Sawadogo n'a pas manqué de traduire toute sa reconnaissance aux donateurs. 100 sacs de 100 kilos de maïs, et 100 sacs de riz et également beaucoup donc de vêtements et de chaussures. Et tout cela va beaucoup contribuer à soulager la misère de plusieurs. Et au nom de la région de Kaya, j'aimerais remercier vivement le pasteur Oubda, son épouse et tous les membres de l'association Dorcas qui ont été sensibles à la misère donc de nos frères et sœurs et qui nous ont apporté ce don. Évalué à hauteur de près de 3 millions de francs CFA, ces dons constituent des bouffées d'oxygène pour l'ensemble des bénéficiaires. Cette aide-là vient vraiment au point et ça va soulager beaucoup et ça va peut-être encourager les frères aussi à penser que Dieu se soucie d'eux. Malheureusement, les violences persistent avec ses corollaires de l'eau des déplacés. L'Église des Assemblées de Dieu de Kaya de saisir cette opportunité pour lancer un appel d'aide aux bonnes volontés. Et l'association Dorcas, encore une fois, a laissé parler son cœur en offrant une bourse de formation à une dizaine de jeunes filles des zones déplacées. Un raid contre un camp de migrants en Libye, et nous sommes à l'international, a fait plus de 44 morts et une centaine de blessés. Pendant que le Royaume-Uni propose au Conseil de sécurité de l'ONU que cette barbarie soit qualifiée de crime contre l'humanité, les États-Unis exigent une enquête indépendante complémentaire. Tous étaient d'accord pour condamner le bombardement aérien meurtrier perpétré contre un centre de détention de migrants en Libye. Tous, sauf les États-Unis. La Maison-Blanche a bloqué l'adoption d'une condamnation unanime au Conseil de sécurité de l'ONU au terme de plus de 2 heures de réunion. Le secrétaire général demande qu'une enquête indépendante soit menée pour s'assurer que les auteurs de ces actes soient traduits en justice. Il est important de noter que l'ONU a fourni aux parties les coordonnées exactes du centre de détention. C'est un scandale pour Antonio Guterres. Un autre officiel a expliqué que cette attaque meurtrière attribuée aux troupes du maréchal Haftar pouvait constituer un crime de guerre. Aucune explication n'a été fournie par la délégation américaine sur les raisons du blocage de la résolution proposée par le Royaume-Uni, qui demandait aussi un cessez-le-feu et un retour au processus politique. 44 migrants ont été tués et au moins 130 personnes ont été blessées mardi soir à Tajoura.
Ira ou n'ira pas, cela fait plusieurs années que la question est posée au sujet de l'adhésion du Nigeria à l'accord de libre-échange continental. Finalement, la première puissance économique africaine a décidé d'y aller. Suivez. Après plusieurs années de tergiversation, le Nigeria, la première économie du continent, a décidé d'adhérer à l'accord de libre-échange continental. L'information contenue dans un tweet de la présidence nigériane ce mardi précise que l'adhésion se fera lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine ce week-end à Niamey, au Niger. L'Union africaine accueille favorablement cette initiative. Le commissaire de l'UA pour le commerce et l'industrie, Albert Mouchanga, dans un tweet, écrit « C'est un développement positif et important ». D'abord, aux avant-postes de l'intégration économique du continent, le Nigeria s'est subitement rétracté, devenant contre toute attente un fervent opposant au projet de zone de libre-échange continental. Peut-être que la récente récession économique a refroidi les ardeurs d'un pays qui s'est subitement enfermé dans un certain protectionnisme. Objectif, se prémunir de la contrebande, entre autres, afin de sauvegarder l'embryon de tissu industriel local. Avec la zone de libre-échange continentale, l'Union africaine pense que le commerce intra-africain, limité actuellement à près de 16%, devrait bondir à 60% d'ici 2022. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et à demain pour d'autres actualités, bien entendu.